Cet homme gagne 20 000 par vidéo, parfois beaucoup plus. Ma vidéo sur Jamie Dimon qui a eu beaucoup de vues, je l'ai faite en 2022. J'étais pressé, donc je n'y ai pas consacré beaucoup de temps. Il nous explique exactement quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir une chaîne YouTube documentaire. Ça semble être un rêve, mais la réalité est bien différente. Quels sont les trucs pour en obtenir des centaines de milliers de vues? J'écris en supposant que tout le monde a le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Pourquoi il pense que l'intelligence artificielle va détruire les YouTubers et comment il veut en profiter? Pour que je sois le premier à en profiter. Et pour que je puisse gagner assez d'argent pour qu'un jour, quand les intelligences artificielles prendront le contrôle, il m'en reste assez pour subvenir à mes besoins. Et pourquoi parler du mot bouclier en ligne est un problème plus grave que vous ne le pensez? Lorsque j'ai tenté de publier la vidéo sur Rothschild, j'ai réalisé que certaines théories du complot pourraient s'avérer vraies. Bienvenue dans Argent et Pouvoir. C'est un cours magistral sur comment gagner des millions avec des chaînes YouTube documentaires. Nous voulons avoir des conversations de pair à pair. La question est, comment gagner? D'accord, Rocky, je suis extrêmement fier et honoré de t'avoir sur le podcast. Merci de m'avoir invité. Pas de souci. Évidemment, les personnes qui suivent ma chaîne te connaissent aussi à 100%. Je dirais que tu es comme la référence des chaînes documentaires, et surtout des chaînes documentaires sur le business. Ta chaîne YouTube fait des millions de vues. Je suis presque sûr que tu gagnes des dizaines de milliers par mois, peut-être même plus lors d'un bon mois. Oui, bien deviné. Tu publies une vidéo environ une fois par mois, donc ce n'est pas comme si c'était très fréquent. Récemment, c'était une fois tous les 2 mois, mais j'essaye de le refaire plus fréquemment. Ouais. Donc, tu sais, ce n'est pas comme si tu publiais chaque semaine, mais les résultats sont incroyables. Et j'imagine que ça ressemble à un rêve pour beaucoup de gens qui aimeraient devenir des stars de YouTube. D'accord. Alors, creusons un peu plus ce sujet. Ça a l'air comme un rêve, mais la réalité est bien différente. Alors, parle un peu de ça. Oui, donc ça demande beaucoup de travail pour sortir une vidéo de mon point de vue. Dès le tout début, ma stratégie était de considérer ma chaîne comme une série Netflix qu'on a envie de regarder en boucle. Je pensais qu'à long terme, si j'avais une bonne collection de contenu intemporel, il devrait me générer des revenus sans que j'aie à publier très souvent. En ce moment, j'en suis à ce stade, mais malgré tout, être youtubeur semble génial, mais la réalité, c'est que chaque mise en ligne est un pari. Chaque mise en ligne est une grosse pression. Donc c'est en partie la raison pour laquelle j'ai été un peu lent à publier. C'est cette pression, ce stress d'essayer de faire mieux que la dernière fois. Tu sais, donc je prends beaucoup de temps pour bien écrire le script et j'essaye de m'assurer que ma vidéo soit aussi bonne qu'avant, voire meilleure. Maintenant, tu as dit, parlons un peu d'argent d'abord parce que c'est ce que les gens veulent toujours entendre, n'est-ce pas? Donc tu dis que si tu ne publies rien du tout à ce stade, la chaîne en est à un point où elle génère des revenus grâce au contenu intemporel. Donc à peu près, et je sais que ça baisse pas mal si tu ne publies rien pendant un certain temps, mais à peu près, où en es-tu là-dessus? Oui, le truc avec le contenu intemporel, c'est que je crois que c'est l'une des meilleures stratégies que n'importe quel youtubeur peut adopter. Avant, publier des vidéos quotidiennement était la norme. Je ne sais pas si tu regardes Casey Neistat, mais ce gars publiait une quantité incroyable de vidéos, toutes plutôt bonnes. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé qu'on peut considérer le contenu intemporel comme une sorte d'actif immatériel qui génère des flux de trésorerie sur le long terme. Alors, c'est ce que j'étais en train de penser. Donc oui, tu demandais combien ça rapporte sur le long terme, pour donner un exemple. Ma vidéo sur Jamie Dimon, qui a eu beaucoup de vues, je l'ai faite en 2022 à la va-vite. En fait, je n'ai pas passé tant de temps dessus, ça m'a un peu surpris. Cette partie de YouTube est intéressante. C'est qu'on ne peut pas vraiment prédire laquelle va marcher. Bref, celle-là a bien marché, et même aujourd'hui, chaque mois, elle me rapporte environ $600 par mois. Donc imagine si j'en ai 10 ou 20 comme ça chaque mois. Maintenant, tu peux avoir une idée de combien ça peut rapporter. C'est un vrai revenu passif si tu y réfléchis. Pas à 100% parce qu'il faut quand même publier. Mais c'est très proche d'un revenu passif, donc oui. Et je suppose que c'est aussi quelque chose que les gens peuvent
plus ou moins calculé pour la plupart des chaînes. Non, parce que tu peux aller sur des sites comme Social Blade. Ouais, tu peux voir combien de vues une chaîne fait en moyenne. Et si tu connais la niche, tu peux calculer, tu peux estimer le revenu par 1000 ou le coût pour 1000, non? Donc, Mais avec une chaîne de finance, voilà, tu dois multiplier par 2 n'importe quel chiffre que tu vois, parce que la finance, ça a un très bon coût pour 1000. Donc tout ce que tu vois sur Social Blade, multiplie par 2, c'est probablement ce qu'une chaîne va gagner. Ouais. donc c'est quoi à peu près, quel est le coût pour 1000 sur ta chaîne ou dans ta niche? Ouais, donc ça varie selon les mois, donc près de Noël. En 2023, c'était environ entre 20 et 23, et si tu divises par 2, ça fait à peu près 10 dollars de revenus par 1000, tu vois. Mais maintenant, en janvier, c'est genre 7 dollars de revenus par 1000, donc je ne sais pas si c'est pareil pour ta chaîne, probablement pareil. Ouais, moi c'est plus ou moins pareil, même si je pense que la chaîne Megalomedia est à environ 650 ou quelque chose comme ça en revenus par 1000 en ce moment. Donc c'est un peu plus bas. Et je n'ai pas vérifié à Noël, mais Noël c'est toujours une meilleure période, tu vois. Donc tous les YouTubers sans visage sortent leurs compilations ultra longues, donc des vidéos de 3 heures juste pour profiter du marché. Oui, les gens peuvent évidemment estimer ce que tu gagnes avec Google AdSense, mais il y a aussi quelques autres sources de revenus pour toi en tant que créateur et pour toi en tant que finéo. Alors, quoi d'autre? Quels autres domaines existent et combien cela rapporte-t-il à peu près? Oui, donc Essence représente environ 50% de ce que je gagne. Et à côté de ça, le sponsoring, tu sais, enfin, j'ai été sponsorisé par quelques entreprises financières. Les entreprises financières paient généralement des salaires élevés. En général, elles ont des poches plus profondes que les autres. Donc ça représente environ la moitié de ce que je gagne, parfois plus. Parce que l'avantage des sponsors, c'est que certains mois, mes vidéos peuvent ne pas bien marcher. Et je peux gagner moins avec Essence, mais les sponsors paient toujours le même montant pour chaque vidéo. Et alors, très grossièrement, quels sont les coûts pour 1000 pour les sponsors? J'ai un agent qui travaille pour moi. Donc, il négocie avec le coût pour 1000. Tout ce que je fais, c'est recevoir l'argent, je suppose, eux. Donc, C'est toujours une bonne situation. c'est toujours une bonne situation, oui. Il prend une commission de 15%, 18%, mais 10 000 en moyenne pour chaque vidéo. Donc, parfois, ça peut être 12 000. Mais ce que j'aime avec les sponsors, c'est que ce n'est pas seulement qu'ils t'envoient des produits gratuits. J'ai fait un partenariat pour cet aspirateur robot et ils m'ont envoyé un aspirateur robot. J'ai vraiment aimé ça. Et puis, allez, pour ma future vidéo, je travaille aussi avec une entreprise alimentaire, comme des plats préparés, pour, vous savez, les sportifs, des choses comme ça. Ils m'ont envoyé beaucoup de nourriture pour plusieurs semaines. C'était plutôt bien, même si ça ne coûte probablement pas très cher, mais les avantages comme ça sont très excitants. C'est amusant. Oui, et tu peux vraiment tester le produit, tu vois, tu peux tester ce que tu recommandes réellement à ton public. Et dans le cas de ta nourriture, je suppose que c'est bien parce que tu peux, tu sais, faire encore plus de progrès. Plus de progrès, oui. As-tu entendu que notre concurrent, notre ennemi commun, Jake Tran a commencé à proposer une formation pour apprendre aux autres comment créer de nouvelles chaînes YouTube? Frère, moi, j'aime bien Jake Tran, mais je pense qu'il essaye de tirer profit du marché, tu vois. Ça va vraiment trop exploiter le marché. Je ne connais pas le gars personnellement, mais pour moi, juste en voyant comment il gère sa chaîne, c'est l'impression que j'ai, tu vois. Et puis, il y avait cette histoire d'université maléfique ou quelque chose comme ça. Université maléfique, je n'en ai jamais entendu parler. Mais ça ne m'étonne pas, ouais. Je pense que ce n'est pas vraiment une référence à suivre, tu sais, mais il y a des références très cool. Il y a ce gars du jardinage, j'ai oublié son nom, mais... Jardinage. Ouais, genre quelques millions d'abonnés juste avec du jardinage, tu vois. Il montre simplement comment il fait son jardinage et il vend en arrière-plan, il vend des produits de jardinage et ça, c'est... En fait, comme c'est devenu un énorme business maintenant. Oui, c'est un bon modèle. Oui, et ça, c'est intéressant. Mais d'accord, donc pour toi, c'est principalement AdSense et les sponsors à ce moment-là. Mais as-tu des idées ou qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir en termes de monétisation? Parce que je connais la difficulté.
Tu ne veux pas non plus donner l'impression de mendier de l'argent ou d'offrir n'importe quoi à ton audience. Parce que cette confiance, elle se perd très vite, non? Alors, quelles sont tes visions pour l'avenir à ce sujet? Ouais. Et l'une des leçons que j'ai apprises en faisant YouTube, c'est qu'il ne faut jamais supposer que ton audience a tout compris. Tu dois toujours partir du principe que ce sont des êtres humains. Tu sais, tu ne peux pas... Si tu essayes de faire des trucs louches, si tu essayes de manipuler les choses, et le public le saura. J'ai aussi appris qu'il est prudent de supposer que mon public a le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. J'écris en partant de ce principe. C'est pourquoi je m'assure que l'écriture ait des rebondissements et des moments accrocheurs. C'est un bon conseil. Si tu souhaites créer une chaîne YouTube, sache que j'ai aussi d'autres projets similaires en cours, qui ne sont pas directement liés à YouTube, mais qui sont plutôt le résultat de YouTube. Tu sais, l'avantage d'être dans la finance, c'est qu'en tant que YouTubeur financier, tu as tendance à attirer beaucoup de professionnels du secteur. Et parfois, quelqu'un me contacte et veut faire ceci ou cela. Donc, en ce moment, je travaille avec un fonds, un fonds de capital investissement privé. Je ne peux pas en dire plus. Je travaille avec un fonds de capital investissement privé, oui. Parlons de la qualité et la production. Donc, je pense que personnellement, c'est un sujet qui me passionne encore plus que l'argent dont nous avons parlé tout à l'heure, tu vois. En regardant tes documentaires, ils sont de très grande qualité. C'est tellement soigné qu'on dirait carrément un documentaire Netflix, tu vois. Pour les débutants sur YouTube, la qualité règne, tu seras sûrement d'accord. Cette plateforme est tellement saturée. Exactement. Les stratégies consistant à simplement publier du contenu en masse ne fonctionneront pas. Ça ne marche plus, ouais. Ça ne marche plus, n'est-ce pas? C'est pour ça que toutes ces chaînes sans visage, tu sais, ces chaînes typiques sans visage de mauvaise qualité, je pense que certaines peuvent avoir des coups de chance où une vidéo sur 100 devient virale et elle gagne un peu d'argent, mais ce n'est pas une stratégie viable sur le long terme, d'accord? Donc la qualité est reine pour toi. Quel est le processus pour atteindre ce niveau de qualité? Parce que ta qualité est incroyable. Quand j'ai commencé, j'ai vu cette citation de Monsieur Bête vers 2020. Je ne suis pas un spectateur typique des vidéos de Monsieur Bête. Je ne regarde pas ces vidéos comme beaucoup d'autres personnes, mais je l'ai étudié en tant que YouTubeur. J'ai essayé de comprendre comment il faisait et une citation m'a vraiment marqué. Elle disait que si tu prends 2 fois plus de temps pour faire une bonne vidéo, elle peut avoir 10 fois plus de vues. Donc en fait, ça aide vraiment de passer plus de temps sur la qualité. Et il disait que ce qui compte, tu sais, c'est que même si tu mets 10 mois à faire une vidéo, si elle est vraiment bonne, l'algorithme la remarquera toujours. Donc oui, j'ai un peu cette mentalité quand il s'agit de faire des vidéos YouTube. Et la façon dont je faisais, c'est que je cherchais des documentaires que j'aimais. Tu vois, j'aimais vraiment les documentaires de la chaîne Histoire. Ouais, tu sais, quand il parlait de l'histoire américaine et aussi certains documentaires sur Netflix. Donc je les ai étudiés, je les ai simplement regardés. Je ne suis jamais allé à l'école de cinéma. J'étais spécialisé en finance. Mais j'ai choisi une série documentaire que j'aimais. L'homme qui bat l'Amérique. Je pense que les gens pourraient comprendre que mon style est très similaire à cette série documentaire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout regardé, j'ai tout décortiqué, j'ai étudié chaque ligne, j'ai tout étudié, j'ai essayé de comprendre, d'accord. Et tu sais quand ajouter une exposition, tu sais quand créer un plan d'ensemble et comment créer une continuité. Du suspense et du conflit. Et si vous êtes un spectateur sur ma chaîne, vous pourriez remarquer que le style narratif, c'est toujours comme si ça ne finissait jamais. Tu sais, quand un conflit arrive avec Jean-Baptiste Diamant, par exemple, et puis quand il résout un problème, un autre problème surgit, mais tout cela est basé sur des faits historiques, bien sûr, mais c'est la façon dont je l'ai raconté. C'est la façon dont j'essaie de le raconter, et j'ai appris tout ça simplement en étudiant de bons documentaires. Ouais. Et j'ai vu que tu avais même imprimé de vrais storyboards, non? Ou tu as imprimé des images d'un certain film, ou qu'est-ce que c'était? Oh, en ce moment, avec l'intelligence artificielle, c'est en fait assez facile de faire des storyboards. Donc,
Tu sais, c'est mon processus. Je prends une semaine pour faire des recherches, parfois plus longtemps. Je lis un ou deux livres, puis j'écris tous les événements majeurs qui se sont produits, et ensuite je transforme ces événements en storyboard. J'essaye de trouver comment les assembler d'une manière captivante. Et parfois, j'utilise l'art génératif par intelligence artificielle, juste pour représenter visuellement le déroulement de l'histoire. Et tu penses visuellement à ce moment-là, donc en ce qui concerne le storyboard, tu as ces différents éléments qui se produisent, n'est-ce pas? En lisant tous ces livres, tu vis différents événements. Et puis, à l'étape suivante, est-ce que tu commences à penser visuellement comme comment je vais les mettre dans un ordre, ou est-ce que c'est plus en termes d'événements? Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple tu conçois une histoire comme Toy Story ou autre, ces artistes storyboard pensent de manière très visuelle, non? Ils se disent, d'accord, ce personnage va marcher ici, puis ça explose, et ensuite il se passe autre chose. Est-ce que c'est ton style, ou comment tu abordes ça? Oui, je l'aborde de façon similaire. Tu sais, moi, parce que tu es documentariste, tu n'inventes pas, tu ne crées pas des choses, n'est-ce pas? Donc ma façon de faire, c'est d'essayer de rassembler beaucoup d'événements, parce que je ne couvre pas tout, mais j'essaye de couvrir les événements qui comportent un certain conflit, où le protagoniste fait face à l'adversité et essaie de la surmonter. Les gens aiment entendre parler des difficultés des autres, surtout celles des personnes qui ont réussi. Et j'essaie de me concentrer là-dessus, et c'est en quelque sorte la principale leçon que j'ai tirée du style de la chaîne History ou de Netflix. Il se concentre parfois sur les conflits, et mes meilleures vidéos, si tu regardes la rétention sur ma chaîne YouTube, à chaque fois que je me concentre sur un conflit personnel, l'attention du public est totalement là. Par exemple, Larry Fink, il a essayé de quitter Blackstone. Stephen Sherman était furieux, créant une période de tension. J'ai tenté de relater cet épisode. Les gens veulent vraiment s'entendre parler du conflit. Un autre exemple venait de mon documentaire sur Morgan Stanley. C'était le président-directeur général, Phil Purcell, qui était un tyran. Vous savez, il a forcé son prédécesseur à partir, et puis il y a eu beaucoup de conflits là-bas, et à la fin, il s'est fait évincer lui-même. Puis l'ancien président-directeur général est revenu. Ce genre d'architecture narrative est intemporel. Les gens veulent toujours entendre ce genre d'éléments. Donc j'essaye de chercher ça, j'essaye de trouver un conflit personnel, j'essaye de trouver des héros qui affrontent des obstacles et des choses comme ça. Et vous savez, en même temps, je m'assure que ce sont des choses, quand on les voit, qui se sont vraiment passées. Pas des choses que j'invente. D'accord, donc. Et ensuite, en fait, tu amplifies essentiellement ces parties, n'est-ce pas? Là où tu penses qu'il y a quelque chose d'intéressant, et puis les trucs du genre, quelqu'un est allé à l'école, a vécu sa vie, ça c'est quelque chose que tu mentionnes peut-être en une phrase ou deux, mais il n'y a pas vraiment de raison d'amplifier ça. Oui, c'est aussi utile de fournir un contexte économique et à chaque fois que je fais un documentaire, moi j'essaie toujours de parler. J'ai parlé de l'économie de cette décennie ou de ce pays afin que ça donne du contexte. Et les raisons des actions du personnage principal, oui. Et tu sais, en fait, j'essaye juste de le faire comme si je faisais un documentaire ou un film pour Hollywood. Donc, Peut-être que j'explique ça pour quelqu'un qui est, tu sais, comme un YouTuber débutant qui commence à écrire son premier script, son flux de travail initial consiste probablement aussi à faire beaucoup de recherches, à déterminer quels sont les événements les plus intéressants. Ils font probablement ça sur un document de recherche, n'est-ce pas? Mais ensuite, ils commencent essentiellement à transformer ce document de recherche qui a une certaine structure en un script. Mais pour toi, il semble qu'il y ait une autre étape où tu as en fait comme un storyboard visuel. Alors, quelle est la... je veux dire, c'est ça le visuel. Donc, quand je prends des notes, j'essaie de façon très simplifiée, tu sais, personnage A fait ceci et personnage B fait cela, puis ceci arrive, puis cela arrive. J'essaye de le faire de manière très simplifiée. Et quand j'écris simplement, tu sais, j'essaie de ajouter du piquant à cette version simplifiée de l'histoire. Donc il faut être prêt à faire un tout premier jet très mauvais. Et une fois que c'est fait, ton travail n'est plus d'écrire. Ton travail est de réviser, ce qui est bien plus facile que d'écrire. J'essaye de trouver des idées, mais tu sais, je n'ai pas vraiment de méthode systématique à te donner.
du genre fais A, B et C. Mais ce que je fais généralement, c'est que j'essaye de m'assurer qu'il y a assez de retournements, des rebondissements et du sens à chaque minute, avec un retournement constant pour maintenir l'intérêt. Sinon, le public perdra intérêt, et par un retournement de situation inattendue, quelque chose d'autre peut se produire. Ou une nouvelle information révélée force un personnage à prendre une décision différente, car il ne la connaissait pas auparavant. C'est en quelque sorte, vous savez, le secret pour captiver le public, et c'est ce que Utah aime vraiment le plus. Et est-ce que tu utilises des outils d'intelligence artificielle dans ce processus comme ChatGPT ou quelque chose comme ça? C'est utile pour des paragraphes ou d'autres éléments similaires. Oui, donc ChatGPT est utile pour faire des recherches, même s'il se trompe souvent. Mais moi, j'utilise ChatGPT uniquement pour corriger les fautes de fautes de grammaire, parce que j'ai essayé de lui faire écrire des phrases avant, et ça sonnait très fade et générique, donc tu ne peux pas vraiment utiliser ça. Et puis, je m'inquiète aussi en ce moment que YouTube soit capable de détecter les schémas de langage du contenu généré par ChatGPT. Et si tu fais ça, en fait, tu mets ta chaîne en danger si tu fais ça. Oui, énigmatique est le genre de mot qui revient toujours dans un script YouTube, donc à chaque fois qu'une vidéo essai sur YouTube me parle de quelque chose d'énigmatique, d'une histoire, alors je suis presque sûr que c'est ChatGPT. Oui, hein, il y a des mots que ChatGPT emploie fréquemment. Ouais, il adore utiliser ça. Donc d'accord, maintenant tu as essentiellement le script. Comment maintenant il doit passer en production? Est-ce que le script a déjà des indications visuelles? Comme ici on va montrer ça. Et ouais, peut-être aussi la musique ou la musique? Non, pas la musique, c'est surtout quand je lis le script de nos jours. J'ai un monteur qui m'aide à faire certaines des choses en 3D dans le script. Je le lis sous forme de tableau. Je préciserai cette ligne. Celle-ci doit montrer, tu sais, cette ligne montre un gars en train de pleurer. Et puis ce gars-là. Celle-ci nous montre ces dés en train de s'échapper. Oui, je préciserai cela pour que mon monteur puisse comprendre. Et aussi, il est important d'inclure d'autres intervenants et tes propres interventions aussi quand tu racontes une histoire. Parfois, le public ne sait pas comment tu sais ce que cela signifie ou comment réagir. Par exemple, dans mon documentaire sur Jimmy Dimon redresse Bank One et cela génère un bénéfice de 2 milliards de dollars. D'accord? C'est une affirmation de fait. Une fois que cette affirmation de fait a été énoncée, il vaut mieux montrer ton visage ou celui de quelqu'un d'autre pour réagir à cela. Oh mon Dieu, c'est beaucoup d'argent, il est vraiment doué. Donc, avoir cette petite tête parlante-là, en fait, ça montre au public, ça l'encourage littéralement à réagir correctement. Et je précisais, par exemple, si je mentionne une carte de crédit, j'aimerais trouver la personne qui explique comment fonctionne une carte de crédit, que ce soit sur YouTube ou dans d'autres documents. J'essaye de trouver quelqu'un qui en parle, et si je ne trouve pas, alors je le filme moi-même, tu vois. C'est à ce moment-là que j'apparais dans un documentaire pour fournir des explications. Donc c'est une autre étape, tu sais, une fois que tu as écrit un script, tu vas chercher les personnes qui parlent, trouver des images de présentateurs de journaux, oui. Je pense que c'est très précieux pour les personnes qui débutent avec ces essais, sa vidéo ou documentaire, mais c'est ce que tu as dit à propos des personnes interviewées, parce que ça fait vraiment la différence. Ça rafraîchit toute la vidéo, ça fait vraiment une grande différence, mais La raison pour laquelle les vidéos de réaction sont très populaires, c'est pour la même raison. Tu veux aussi avoir des éléments de réaction dans ton propre documentaire. Tu parles de santé, de certains événements ou faits, et quelqu'un d'autre réagit. C'est en fait très bien, tu sais, ça marche, ça engage le public. donc, pour conclure, quel conseil donnerais-tu aux nouveaux YouTubeurs qui débutent, surtout dans ce format documentaire ou essai vidéo? Ouais, pour moi, il n'y a pas une seule bonne façon de faire des vidéos. Je vois beaucoup d'autres youtubeurs qui font des vidéos incroyablement captivantes et qui ont un style complètement différent du mien. Et donc il suffit vraiment d'étudier, tu sais, choisis ceux que tu aimes, analyse-les et vois comment c'est fait. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est très fastidieux et ennuyeux, mais si tu es vraiment passionné, tu peux aller jusqu'au bout. Moi, je vais jusqu'à presque mémoriser certains des scripts de documentaires que j'aime,
pour m'entraîner à parler comme le narrateur, tu vois, à écrire sur un ton que les gens trouvent rafraîchissant. Où penses-tu que tout cela va avec l'intelligence artificielle? Il y a tellement de nouveaux outils disponibles, je suppose aussi dans le processus de production, le processus de montage. Il y a tellement d'outils que tu peux utiliser. Est-ce que tu en utilises certains et où penses-tu que cela va nous mener? Oui, ça m'inquiète. Donc c'est pour ça que j'essaie de rester à la pointe du développement de l'intelligence artificielle pour être le premier à en profiter et pouvoir gagner assez d'argent pour qu'un jour, quand les intelligences artificielles prendront le relais, j'ai de quoi subvenir à mes besoins. Donc je suis pessimiste à ce sujet, l'intelligence artificielle va pouvoir tout faire. Mais pour l'instant, avant que ça n'arrive, il faut s'assurer de gagner un peu d'argent et de le mettre de côté. Je peux prévoir que l'intelligence artificielle va devenir très, très avancée et très rapidement. Mais au final, c'est la partie rassurante. L'intelligence artificielle n'est pas encore capable de tisser un récit qui résonne avec les êtres humains. C'est une tâche compliquée qui nécessite l'expérience humaine, la compréhension des émotions humaines. Actuellement, si vous demandez à l'intelligence artificielle d'écrire un scénario, le résultat est fade et ennuyeux car elle n'a pas le même type d'expérience de vie que les humains. Et la seule chose dans laquelle vous pouvez vraiment exceller pour les 5 ou 10 prochaines années, c'est de devenir vraiment bon dans l'art de raconter des histoires. Vous savez, de raconter une histoire d'une manière qui touche les gens, d'une manière très profonde, vous savez, pas seulement attirer l'attention, mais aussi les inspirer et les faire réfléchir. Donc, je veux dire, ce que nous faisons, c'est aussi créer des chaînes YouTube, n'est-ce pas? Et nous faisons cela pour notre propre portefeuille, mais aussi pour d'autres entreprises. Et une chose que j'ai aussi proposée comme une nouvelle direction il y a quelques mois, c'est qu'il faut privilégier la qualité. À quoi bon avoir une chaîne qui fonctionne peut-être maintenant pour les 6 prochains mois, qui génère quelques milliers d'euros par mois, mais qui est vouée à disparaître tôt ou tard à cause de la médiocrité? Oui, et tu ne peux pas vraiment l'agrandir pour en faire quelque chose de grand. Tu ne peux pas vraiment construire une entreprise dessus. Cette chaîne est vouée à disparaître et cela ajoute beaucoup de complexité pour l'équipe, donc je suis entièrement d'accord avec toi et ça ne va faire qu'empirer encore une fois. Comment définis-tu la qualité? J'ai un indicateur de qualité simple qui fonctionne presque toujours pour n'importe quelle chaîne et n'importe quelle vidéo. C'est quand tu reçois des commentaires du genre « Putain, pourquoi cette chaîne a-t-elle si peu d'abonnés? » Tu vois? Oui, c'est bien, c'est un bon indicateur. Oui, je dis à mes clients que si tu reçois des commentaires comme ça, du genre « Tu mérites tellement plus de vues » ou quelque chose comme ça, tu sais que tu es sur la bonne voie. Parce que si tu obtiens ce genre de commentaires, c'est que ton contenu est probablement assez exceptionnel pour la niche à laquelle il s'adresse. Qu'il occupe et recevoir régulièrement ce type de commentaires est un bon signe. Mais que signifie exactement la qualité? Évidemment, c'est toujours, différent, mais je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. En termes de, qualité de documentaire financier. Et je suis très impressionné par ton processus. Tu as peut-être remarqué, tu as publié une vidéo sur Rothschild et elle est devenue complètement virale. Et tu as peut-être remarqué que pour des sujets comme Rothschild ou BlackRock, il y a beaucoup de gens qui pensent certaines choses sur ces entreprises. Et tu sais, certaines peuvent être valides, mais d'autres sont pas, et certaines sont juste, ce qu'on qualifierait de théorie du complot. Alors, qu'est-ce que tu penses à propos du fait de t'assurer, ou parce qu'avec ta chaîne, je suis sûr que tu dois faire attention à ne pas attirer les mauvais types de public sur ta chaîne, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on publie ça sur YouTube? Oui? D'accord, très bien. Alors, je voulais faire une histoire sur Rothschild qui soit basée sur des faits vérifiés, comme je voulais. C'est pour ça que je l'appelle l'histoire méconnue, parce que je veux raconter toute l'histoire de Rothschild à partir des livres auxquels je peux faire confiance d'une certaine manière. Et j'ai lu 2 gros livres sur Rothschild.
J'ai essayé d'éviter de parler de complot. Et certaines personnes ont commenté sur la chaîne, sur cette vidéo, en disant « Pourquoi n'as-tu pas parlé de l'incident de Waterloo quand Rothschild a manipulé le marché ?» Et c'est parce que beaucoup de sources disent que c'était de la propagande inventée, que ce n'était pas vraiment vrai. Mais ensuite, quand j'ai essayé de publier la vidéo sur les Rothschild, c'est là que j'ai réalisé que certaines des théories du complot pourraient être vraies. Donc, je n'ai parlé de ça à personne. La quantité d'obstacles que j'ai rencontrés en essayant de publier cette vidéo. Le premier obstacle, c'est que je ne vais pas nommer le sponsor, mais ce sponsor devait me sponsoriser. Mais je leur ai dit que c'était un documentaire sur les Rothschild, et puis ils se sont retirés à la toute fin sans me dire pourquoi. Finalement, ils m'ont dit que c'était parce qu'un Rothschild siège au conseil d'administration de leur entreprise. Waouh! J'ai dit d'accord, on va changer de sponsor, donc j'ai changé de sponsor, j'ai même changé la startup. Un autre sponsor de toute façon, et puis quand j'ai appuyé sur le bouton publier, YouTube a dit que cette vidéo est limitée, tu ne peux pas la monétiser. Non seulement tu ne peux pas la monétiser, mais en plus elle est limitée, comme certaines régions ne peuvent pas l'afficher. Et là je me suis demandé ce qui se passait, et j'ai vérifié le titre. Le titre disait clairement Rothschild. Tu sais, le secret, c'est jusqu'à ce qu'il soit Rothschild et eux. Puis mon ami m'a dit d'enlever le mot Rothschild du titre. J'ai enlevé Rothschild du titre et je crois même que je t'ai envoyé un message pour te demander à ce sujet pendant cet incident. Et après avoir galéré, corrigé la vidéo aussi, corrigé la miniature aussi, et j'ai dû la rétrograder de la 4K à 2K et changer beaucoup de choses. Puis la vidéo a finalement été publiée. Waouh! Donc, le nombre d'obstacles auxquels j'ai été confronté, je n'ai jamais eu autant de difficultés pour publier une vidéo. Le fait que ce soit avec le documentaire sur les Rothschild et que ce soit aussi difficile pour moi de le publier, montre probablement que cette famille a en fait une certaine influence dont nous n'avons pas connaissance. Oui. Ça fait réfléchir et d'accord. Je veux parler d'une chose qui m'a marqué, que j'ai vu sur, je crois, un de tes posts LinkedIn. Et tu as aussi mentionné ça brièvement dans le Introduction, Ton. Objectif était ou est de créer un Netflix pour les films d'entreprise. Donc, est-ce que c'est toujours la vision... Et tu sais, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça? Tu sais, j'en suis venu à cette réalisation qu'en termes d'histoires fictives, elles sont tellement bien faites. Tu sais, Hollywood, ce ne sont que des histoires fictives, et tu sais, le contenu qui existe est très bien fait. Mais quand il s'agit de non-fiction, la qualité est très faible. Ce que je veux dire par là, c'est que la qualité de production est présente. Mais Netflix a en quelque sorte changé cela, parce que Netflix était, pendant un certain temps, connu pour avoir des documentaires non fictifs de haute qualité. Tu sais, certains documentaires les sont vraiment bons sur Netflix parce qu'ils utilisent les mêmes techniques de narration, les mêmes standards de production pour réaliser des documentaires. Mais j'ai aussi réalisé que dans le domaine de la finance, dans l'histoire, en économie, il y a tellement plus d'histoires qui ne sont pas racontées. Comme vous savez, des histoires dramatiques, des batailles d'entreprise, des prises de contrôle et tant d'histoires intéressantes qui se passent dans l'histoire économique de l'Amérique et qui ne sont pas encore racontées et qui ne sont pas encore adaptées en documentaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais le faire. Donc, appliquer les bonnes techniques de haut niveau pour développer de bonnes histoires économiques. Ouais. Et tu penses que c'est vraiment viable de construire ça comme une entreprise, de créer, je suppose, un service payant pour regarder des documentaires sur le business, ou est-ce que c'est trop de niche? Oui, la préoccupation, c'est que ce soit trop de niche, mais en même temps, il y a Bloomberg, qui était juste une grande chaîne télé sur la finance, il y a National Broadcasting Company, et il y a même une entreprise encore plus de niche qui marche très bien, masterclass.org. C'est vraiment très niche, parlons juste de Masterclass, et ça a généré 180 millions de dollars en un an, juste avec Masterclass. Les gens paient 9 dollars pour regarder toutes ces personnes enseigner en grande partie des conneries. Parce qu'on ne peut pas apprendre des choses aussi vite.
tu sais, en quelques heures. Mais oui, si tu le fais bien, je suppose que je n'ai pas encore commencé à exécuter ça aussi bien que je le pourrais. J'espère, mais oui, je pense que c'est très probable. Oui, j'ai rencontré Grant. Enfin, je ne devrais probablement pas dire son nom. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Cardone et il souhaite faire quelque chose de similaire également. Compris, oui. Donc il y a aussi évidemment cette possibilité. Tu as parlé, tu sais, de Bloomberg et tout ça. Tu pourrais devenir comme un Bloomberg si tu ajoutais des actualités récentes, parce que couvrir les histoires récentes. Oui, exactement, des histoires très récentes et puis évidemment une sorte de site éditorial, mais c'est là que ça devient compliqué. Tu as besoin de journalistes et de personnes sur le terrain. Tu as besoin de reportages en temps réel. Sans ça, tu n'as plus vraiment d'avantage, tu copies simplement une entreprise existante. Ouais, exactement, ouais, mais c'est aussi intéressant. Je veux dire, voyons ce qui va se passer avec ce truc de Cardone dont tu viens de parler à l'instant. Ouais, ben ouais. Il sort beaucoup de documentaires sur le business et il essaie au moins. Ouais, que la dernière fois que j'ai regardé sa chaîne, c'était très... Je ne veux pas le critiquer ou quoi, mais ce n'était pas très impressionnant. Il n'y avait pas vraiment de documentaire. Il fait plus un truc de type chaîne télé. Ouais, je ne pense pas pouvoir en dire plus parce que ces plans ne sont pas encore réalisés par eux. Ouais. Ouais, je ne veux pas avoir de problème. Je connais aussi des gens qui font des choses intéressantes. Ils achètent essentiellement des licences de documentaires. Tu sais, qui ont été diffusés à la télévision et ensuite ils les distribuent via de nombreux canaux différents, mais plutôt sur ces chaînes natives en ligne et évidemment aussi sur YouTube. Et je veux dire, ils ne gagnent pas des centaines de millions, mais ils gagnent des millions et c'est un bon business. Une chose que je voulais absolument te demander concerne les personnalités de la finance. Tu représentes la moitié du monde de la finance. Pour toi, personnellement, qui sont tes principales figures de la finance et pourquoi? Oui, après avoir étudié toutes ces personnes de la finance, j'ai réalisé que la plupart d'entre elles ne connaissent absolument rien. Ha 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 ha. Ha ha ha. Et il y en a quelques-uns qu'on connaît vraiment. D'accord. Et Stanley Druckenmiller, en ce qui concerne le trading macro, c'est un gars de fonds spéculatifs macro. Lui, il sait vraiment. Il a de vraies connaissances et compétences. Et tu sais, la plupart des gestionnaires de fonds spéculatifs ne battent pas le S&P 500, mais ce gars-là a réussi à obtenir un rendement de 30% par an. Pendant 30 ans, je crois. Ce qui est incroyable. Et puis Carl Icahn, que j'admire aussi. Sa voiture. Revenons à Druckenmiller un instant. À un moment donné, on pensait faire un documentaire sur lui et le titre provisoire était « Le milliardaire que les milliardaires admirent » parce qu'il semble être le genre de personne que même ceux qui ont fait des milliards dans la finance admirent encore parce qu'ils savent ce qu'il apporte vraiment les résultats. Ouais, il a ce qu'on appelle un véritable avantage. Et puis Carl Icahn a compris qu'il pouvait obtenir des rendements exceptionnels en sachant intimider ou faire ce qu'il fait. Il sait aussi ce qu'il fait, tu sais. Donc tu choisis Carl Icahn plutôt que Bill Ackman? Non, Bill Ackman ne l'est pas. Il est problématique, je ne veux pas le critiquer, mais il est problématique en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs à succès. Il ne l'est plus comme avant, mais oui, si tu y réfléchis, son bilan à long terme n'est pas vraiment si bon que ça, tu sais. C'est vrai, mais il a quand même fait de très bons paris, surtout, tu sais, pendant les crises, n'est-ce pas? Ouais, mais ça peut arriver à n'importe qui, tu vois ce que je veux dire. L'une des choses les plus difficiles en finance, c'est de distinguer entre le talent et la chance. Même beaucoup de milliardaires, à cause de leurs circonstances et de leur réseau, peuvent sembler réussir ou sembler faire les bons choix. Mais s'ils ne peuvent pas reproduire ça assez longtemps, alors on peut dire qu'ils ont juste eu de la chance. Mais je crois que Druckenmiller et Carl Icahn ont de vraies compétences, pas seulement de la chance.